Sous le ciel parisien, où les derniers rayons du soleil peignaient les toits d'un éclat doré, j'ai senti mon monde s'effondrer. Moi, Anna Dubois, après 40 ans de mariage et d'efforts acharnés aux côtés de mon mari, Marcus, pour bâtir un empire de construction, j'ai appris qu'il comptait présenter sa maîtresse lors du gala d'anniversaire de notre entreprise, Dubois & Fils. Cette révélation, comme un poignard en plein cœur, a fait jaillir en moi une rage brûlante, une fureur que je n'avais jamais connue. Comment cet homme, avec qui j'avais partagé chaque rêve, chaque sacrifice, osait-il me trahir ainsi, publiquement, devant nos pères et nos employés? Si cette histoire d'injustice et de vengeance vous touche, montrez votre soutien en likant et en laissant un commentaire avec le mot « trahison » pour partager votre indignation. Ce n'était pas seulement une trahison personnelle, c'était une insulte à tout ce que nous avions construit ensemble. Depuis notre modeste bureau dans le Marais, où nous griffonnions des plans sur des nappes en papier, jusqu'à la tour imposante de la Défense qui abrite aujourd'hui le siège de Dubois & Fils. Chaque brique de cet empire portait la marque de mon dévouement. J'avais passé des nuits blanches à équilibrer les comptes, à négocier avec des investisseurs, à m'assurer que chaque projet respectait les délais et les budgets. Marcus, lui, brillait en public, signait les contrats sous les projecteurs, mais c'était moi, dans l'ombre, qui faisais tourner la machine. Et maintenant, il voulait me remplacer, m'humilier, en paradant avec une femme qui n'avait rien à voir avec nos sacrifices. Depuis des mois, je sentais que quelque chose clochait. Ses absences prolongées, ses appels chuchotés dans son bureau fermé, ses voyages d'affaires qui s'étiraient sans explication. Je n'étais pas naïve. À 62 ans, j'avais appris à lire les chiffres aussi bien que les hommes. En tant que directrice financière de Dubois & Fils, je voyais toutes les factures douteuses, les dépenses extravagantes, un collier de diamants chez Boucheron, une voiture de sport Maserati, des réservations dans des hôtels de luxe à Saint-Tropez, tout cela, payé avec les fonds de l'entreprise. Ces mêmes fonds que j'avais protégés contre les crises économiques, les grèves et les caprices du marché. Chaque euro détourné était une gifle, non seulement pour moi, mais pour nos employés, ceux qui comptaient sur nous pour leur salaire, leur famille, leur avenir. Ma colère montait, une tempête silencieuse qui grondait dans ma poitrine. Comment osait-il Clara, mon assistante fidèle depuis 10 ans, entra dans mon bureau un après-midi, un dossier épais sous le bras. « Madame Dubois, j'ai trouvé quelque chose que vous devez voir », dit-elle, son regard inquiet mais déterminé. Clara, avec son instinct aiguisé, avait toujours été plus qu'une assistante. Elle était une alliée, une confidente. Elle posa le dossier sur mon bureau, révélant des relevés bancaires, des contrats fictifs et des preuves accablantes. Marcus avait créé une société fantôme, Conseil Design Sophie Laurent, pour détourner des millions d'euros vers sa maîtresse, une décoratrice d'intérieur de 28 ans. Pire encore, il avait bloqué les primes annuelles de nos employés, prétendant que l'entreprise traversait une période difficile. Alors qu'il finançait le train de vie luxueux de cette femme, j'ai senti mon sang bouillir. Des familles, des ouvriers, des ingénieurs qui suaient sur nos chantiers, privés de ce qu'ils méritaient, pendant que Marcus offrait des cadeaux somptueux à sa maîtresse. Cette injustice m'a fait trembler de rage. Oh, j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant le jardin de notre hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine, où les roses que j'avais plantées il y a des années continuaient de fleurir, défiant l'automne, comme elle. J'étais résiliente, mais cette fois, ma résilience allait se transformer en une force implacable. Clara, annulez tous mes rendez-vous pour les 3 prochains jours. Ai-je ordonné, ma voix ferme malgré la tempête intérieure. Elle hocha la tête sans poser de questions, une qualité que j'admirais chez elle. Je me dirigeais vers le coffre-fort, caché derrière un tableau de monnaie dans mon bureau. Mes doigts composèrent la combinaison, un code que Marcus ignorait. À l'intérieur, des documents que j'avais soigneusement gardés depuis 15 ans contrat.
certificats d'action, titres de propriété, et surtout des preuves de chaque mouvement financier de l'entreprise. Lors de la crise financière de 2008, alors que Dubois & Fils vacillait, j'avais convaincu Marcus de signer une restructuration des actifs pour protéger notre patrimoine. Il avait paraphé les documents sans les lire. Trop occupé à parader lors d'un projet à Lyon, ces papiers faisaient de moi l'actionnaire majoritaire. Avec 55% des parts, il ne le savait pas encore, mais j'avais les cartes en main pour reprendre ce qui m'appartenait. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités discrètes. J'ai rencontré Hans, notre avocat et ami de longue date, dans un café discret du 6e arrondissement. Hans, avec ses lunettes rondes et son air posé, connaissait chaque recoin de notre empire. « Anna, ce que tu prépares est risqué, mais légal. » m'a-t-il assuré en examinant les documents. « Tu as tout prévu. J'ai aussi contacté Élise, ma sœur aînée, qui vivait à Bordeaux et avait toujours été ma boussole morale. »« Anna, Marcus t'a sous-estimé toute ta vie, » m'a-t-elle dit au téléphone. Sa voix tremblante d'indignation. « Montre-lui qui tu es vraiment. » Ces mots ont attisé ma détermination, mais ce qui m'a mise hors de moi. C'était une découverte supplémentaire de Clara Marcus avait organisé une fête somptueuse pour l'anniversaire de Sophie, réservant un yacht sur la Seine avec des fonds de l'entreprise. Pendant que nos employés recevaient des lettres, leur annonçant des réductions d'heures pour raisons économiques. Cette hypocrisie, cette arrogance m'ont fait bouillir. Comment pouvaient-ils trahir non seulement moi, mais tous ceux qui avaient cru en nous? Le gala approchait, et je me préparais comme pour une bataille. J'ai choisi une robe noire Dior, élégante mais intimidante, avec des détails modernes qui reflétaient ma force intérieure. J'ai mis le parfum que Marcus m'avait offert pour nos 30 ans de mariage, un choix ironique qui me faisait sourire amèrement. Élise est arrivée de Bordeaux pour m'accompagner, son regard brûlant de colère partagée. « S'il pense qu'il peut t'humilier, il va regretter d'être né », m'a-t-elle murmuré en ajustant mon collier de perles dans la voiture qui nous menait à l'hôtel Ritz, où le gala devait se tenir. Marcus était nerveux, triturant sa cravate, évitant mon regard. « Anna, il faut que je te dise quelque chose avant d'entrer », a-t-il commencé. Sa voix tremblante, je l'ai regardée, impassible, ma rage contenue comme un volcan prêt à exploser. « Je t'écoute », ai-je répondu froidement. « J'ai invité quelqu'un de spécial ce soir. » Ces mots, prononcés avec une fausse assurance, ont fait monter ma fureur à son paroxysme. « Quelqu'un de spécial », ai-je répété. Ma voix tranchante comme une lame. Il a hoché la tête, mal à l'aise. « Elle s'appelle Sophie. C'est important pour moi. » Sophie, ce nom que j'avais vu sur les relevés bancaires, les réservations d'hôtels, les factures de bijoux. Sophie, la femme pour qui il avait pillé notre entreprise, trahi nos employés, et maintenant osait m'humilier devant le tout Paris. « Je vois », ai-je dit, un sourire glacial aux lèvres. Il s'attendait à des larmes, à une crise, mais je ne lui donnerai pas cette satisfaction. « Quel âge a-t-elle » ai-je demandé, comme si je parlais de la météo. Il a hésité. « 28 ans. » La réponse m'a frappé comme un coup de poing, mais je suis restée de marbre. Marcus, 67 ans, s'était amouraché d'une femme plus jeune que notre fille. Lisa, elle est décoratrice d'intérieur, a-t-il ajouté, comme si cela justifiait quoi que ce soit. Je l'ai rencontrée sur le projet de Nice. Nice, un projet prestigieux qui avait triplé nos revenus. J'avais été trop occupée à gérer les finances pour superviser le chantier moi-même. Une erreur que je ne reproduirai plus. « C'est elle que je viens ce soir », ai-je demandé. Alors que la voiture s'arrêtait devant le Ritz, il a hoché la tête. « Je lui ai beaucoup parlé de toi. Elle respecte tout ce que tu as fait pour l'entreprise. » Ces mots m'ont fait bouillir, respecter cette femme qui profitait des fruits de mon travail. Oser prétendre me respecter. Ma colère était un feu qui consumait tout, mais je l'ai canalisé, prête à frapper au moment parfait. En entrant dans la salle de bal,
décoré du logo de Dubois & Fils. J'ai senti les regards admiratifs des invités, employés, partenaires, figures de l'élite parisienne. Pour eux, Marcus et moi étions toujours le couple parfait, un modèle de réussite. Mais ce soir, tout allait changer. Sophie se tenait là, impossible à manquer, dans une robe rouge éclatante, ses cheveux noirs cascadant sur ses épaules. Elle était belle, je devais l'admettre, mais son regard nerveux trahissait sa culpabilité. Marcus, mal à l'aise, m'a présenté. « Anna, voici Sophie Laurent. » Elle m'a tendu une main tremblante, que j'ai serrée fermement, mes yeux plongés dans les siens. « Enchantée. Madame Dubois, » a-t-elle murmuré. « J'ai beaucoup entendu parler de votre vision pour l'entreprise. » Sa voix était douce, mais je voyais la peur dans ses yeux. J'espère que ce n'était pas seulement des chiffres et des stratégies, ai-je répondu. Un sourire acéré aux lèvres. La tension était palpable, et ma rage, contenue mais prête à exploser, me donnait une force nouvelle. Ce soir, je ne serai pas la victime. Ce soir, je reprendrai ce qui m'appartenait. La salle de bal du Ritz, baignée d'une lumière tamisée par les lustres en cristal, vibrait d'une énergie feutrée. Mais sous cette façade d'élégance, une tempête se préparait. Moi, Anna Dubois, je me tenais droite, ma robe noire Dior épousant mes courbes, avec une autorité silencieuse. Le parfum que Marcus m'avait offert il y a des années, flottant comme une ironie cruelle. Ma fureur, contenue depuis des jours, bouillonnait en moi, prête à jaillir comme un volcan. Marcus, à mes côtés, triturait nerveusement sa cravate, croyant peut-être que son annonce, présenter sa maîtresse, Sophie Laurent, devant nos employés, nos partenaires et l'élite parisienne, me briserait. Il se trompait. Ce soir, j'allais retourner sa trahison contre lui, et l'humiliation qu'il avait planifiée pour moi deviendrait son propre tombeau. Les regards des invités, un mélange de curiosité et d'admiration, nous suivaient alors que nous avancions dans la salle ornée du logo de Dubois & Fils, l'empire que j'avais bâti avec lui pendant 40 ans. Chaque pas renforçait ma détermination. Chaque sourire poli que j'offrais masquait une rage incandescente. Comment osait-il me trahir? Non seulement en tant qu'épouse, mais en pillant notre entreprise, en volant l'avenir de nos employés pour satisfaire les caprices d'une femme qui n'avait jamais versé une goutte de sueur pour notre succès. La salle, remplie de rires et de cliquetis de verre, ignorait encore le drame qui allait se jouer. Sophie se tenait près d'une table, sa robe rouge attirant les regards comme une flamme dans la nuit. Elle était belle, indéniablement, mais ses doigts jouant nerveusement avec son verre de champagne trahissaient son malaise. Marcus, dans un effort pathétique pour sembler maître de la situation, s'approcha d'elle et me fit signe de le suivre. « Anna, je veux te présenter officiellement Sophie, » dit-il, sa voix tentant de rester assurée mais craquant sous le poids de sa propre culpabilité. Je l'ai regardée, mes yeux perçants comme des lames. Puis j'ai tourné mon regard vers Sophie. « Enchantée, » ai-je dit, ma voix glaciale coupant l'air comme un couperet. Elle tendit une main tremblante, que je serrai avec une force calculée. « Madame Dubois, c'est un honneur, » murmura-t-elle, ses yeux évitant les miens. Un honneur, pensait-elle vraiment que des mots pouvaient effacer le fait qu'elle vivait dans le luxe, grâce à l'argent volé à notre entreprise, à nos employés, à moi. Ma colère monta d'un cran, alimentée par son audace, par l'arrogance de Marcus qui croyait pouvoir orchestrer cette mascarade sans conséquence. Le dîner commença, et je m'assis à la table d'honneur. Élise, ma sœur, à ma gauche, ses yeux brillants d'une indignation partagée. Elle murmura « Anna, fais-lui regretter chaque seconde de cette trahison. » Ces mots, comme un carburant, attisèrent ma rage. À ma droite, Karl, un contremaître loyal qui travaillait pour nous depuis 20 ans, me lança un regard inquiet. Il avait été l'un des premiers à me prévenir des rumeurs
sur Marcus et Sophie. Et hier, Clara m'avait montré un courriel que Carl lui avait transmis un message de Marcus à un partenaire, qualifiant nos employés de pions remplaçables, tout en planifiant un voyage à Monaco avec Sophie. Financé par l'entreprise, ce courriel, une insulte à tous ceux qui avaient donné leur vie à Dubois & Fils, fit bouillir mon sang. Comment pouvait-il mépriser ainsi les gens qui avaient construit son succès? Ses ouvriers, ses ingénieurs, ses secrétaires qui avaient cru en nous, en lui. Chaque bouchée du premier plat était un effort pour contenir ma fureur. Chaque sourire que j'offrais à un invité masquait une tempête intérieure. Alors que le plat principal était servi, je décidai que le moment était venu. Je me levai, un verre de champagne à la main, et le brouhaha de la salle s'évanouit peu à peu. Tous les yeux se tournèrent vers moi. Attendant le traditionnel discours d'anniversaire de l'entreprise, Marcus, assis à côté de Sophie, se raidit, son regard soudain alerte. Il savait que j'avais quelque chose en tête, mais il n'avait aucune idée de l'ampleur de ce qui allait suivre. Mesdames et messieurs, chers amis, collègues, partenaires, commençai-je, ma voix claire et forte résonnant dans la salle. 40 ans de défis surmontés, de crises traversées, de succès forgés par le travail acharné de chacun d'entre nous. Les applaudissements fusèrent, mais je levai une main pour les arrêter. Ce soir est spécial, non seulement pour célébrer notre passé, mais pour marquer un tournant. Je laissai mon regard glisser vers Sophie, puis revenir sur l'assemblée. La tension dans la salle devint palpable, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Ce soir, mon mari, Marcus, a une annonce à faire, continuai-je, mes yeux fixés sur lui. Il se tortilla sur sa chaise, des gouttes de sueur perlant sur son front. Une annonce qui va changer la structure de notre famille et de notre entreprise. Un murmure parcourut la foule. Les invités, échangeant des regards perplexes. Marcus ouvrit la bouche pour intervenir, mais mon regard le cloua sur place. Mais avant qu'il ne partage sa nouvelle, j'ai une annonce de mon cru, déclarai-je, ma voix prenant une tonalité plus tranchante. Je sortis un dossier de ma pochette, le tenant bien en vue. Beaucoup d'entre vous savent que j'ai géré les finances de Dubois & Fils pendant 4 décennies. Ce que vous ignorez, c'est qu'en 2008, lors de la crise financière, j'ai pris des mesures pour protéger notre entreprise. Je fis une pause, laissant le silence s'installer, chaque mot calculé pour maximiser l'impact. J'ai restructuré la propriété des actifs, un changement signé par Marcus lui-même, qui me donne le contrôle de 55% des parts de Dubois & Fils. Un hoquet collectif traversa la salle. Marcus bondit de sa chaise, faisant tomber son verre, qui se brisa sur le sol dans un éclat dramatique. « De quoi parles-tu, Anna » cria-t-il, sa voix tremblante de panique. « C'est impossible, j'ai 50% des parts. Le reste est dispersé entre les actionnaires minoritaires. » Je souris, un sourire froid, presque cruel, celui d'une femme qui avait attendu ce moment pendant trop longtemps. « C'était vrai jusqu'en 2008, mon cher, » répondis-je, ma voix dégoulinant de sarcasme. « Te souviens-tu des documents que tu as signés sans les lire, pendant que tu étais occupé à parader à Lyon? Je t'avais dit que c'était pour protéger nos actifs en cas de litige. » Je vis la réalisation frapper son visage, ses yeux s'écarquillant, alors qu'il se rappelait avoir signé un tas de papiers, confiant aveuglément en mon jugement. Comme il l'avait toujours fait. « Tu ne peux pas faire ça, » balbutia-t-il, mais sa voix manquait de conviction. « Et c'est déjà fait, » rétorquai-je, me tournant vers l'assemblée. « Mais ce n'est pas tout. » J'ai posé le dossier sur la table, l'ouvrant pour révéler une pile de documents. Voici une enquête indépendante sur les dépenses personnelles enregistrées sur les comptes de l'entreprise ces 2 dernières années, des voitures de luxe, des voyages non professionnels, des cadeaux somptueux, tous justifiés par des factures falsifiées ou classés comme frais de représentation. Je marquai une pause, laissant l'ampleur de mes mots pénétrer les esprits. Plus de 3 millions d'euros, détournés de notre entreprise, de nos actionnaires, de nos employés. La salle explosa en murmures choqués. Carl, le contremaître,
se leva, son visage rouge de colère. « C'est scandaleux » cria-t-il. « Pendant que nous luttions pour joindre les deux bouts, sans prime, sans augmentation, vous financiez une vie de luxe. » Je levai les yeux vers Marcus, qui était livide, et Sophie, qui fixait son assiette comme si elle pouvait y disparaître. « Et ce n'est pas tout » continuai-je. Ma voix montant d'un ton alimenté par une rage pure. Un appartement de luxe à Saint-Germain-des-Prés, acheté au nom de mademoiselle Sophie Laurent, payé avec l'argent de l'entreprise. Pendant que nos employés recevaient des lettres annonçant des réductions d'heures pour raisons économiques, les murmures devinrent des exclamations de colère. Élise, à mes côtés, serra ma main, ses yeux brillants de fierté et de fureur. « Comment as-tu pu, Marcus » lança-t-elle, sa voix perçant le brouhaha. « Trahir Anna, trahir nos employés, trahir tout ce que vous avez construit. » La salle était en ébullition, les regards accusateurs se tournant vers Marcus et Sophie. Sophie, rouge de honte, tenta de parler. « Je ne savais pas d'où venait l'argent » bégaya-t-elle, mais sa voix fut noyée par les murmures indignés. Marcus, désespéré, tenta de reprendre le contrôle. « C'est un malentendu, ces dépenses étaient nécessaires pour nos relations publiques » hurla-t-il. « Un appartement à 1 million d'euros pour mademoiselle Laurent est une stratégie de relations publiques » rétorquai-je, ma voix dégoulinant de mépris. « Et ce courriel, Marcus, où tu traites nos employés de pions remplaçables pendant que tu planifiais une fête sur un yacht pour l'anniversaire de Sophie. » Je sortis une copie du courriel, le tenant en l'air pour que tous puissent le voir. La salle explosa en cris d'indignation. Karl frappa la table du poing, et d'autres employés se levèrent. Leurs visages tordus de colère. « Vous avez volé notre argent » cria une ingénieure. « Vous avez menti à vos propres équipes. » Hans, notre avocat, se leva à son tour, son calme contrastant avec le chaos. Madame Dubois a agi dans le respect des procédures légales, déclara-t-il, brandissant les documents de la restructuration. Chaque signature, chaque clause est en ordre. Anna Dubois est l'actionnaire majoritaire, et son autorité est incontestable. Marcus, acculé, tenta une dernière fois de protester. « C'est une conspiration, Anna. Tu ne peux pas me faire ça. » Mais sa voix était faible, brisée. Je me tournai vers lui, ma rage à son apogée. « Tu as cru que tu pouvais me briser. » Marcus, tu as cru que tu pouvais me remplacer, voler notre entreprise et t'en tirer, mais c'est toi qui es fini. Puis, je me tournai vers Sophie, qui semblait au bord des larmes. « Mademoiselle Laurent, votre talent en design est indéniable. » Dis-je, ma voix plus douce mais toujours tranchante. Je ne mélange pas le personnel et le professionnel. Si vous pouvez prouver votre valeur, vous avez une place dans cette entreprise, mais sachez que chaque euro que vous avez dépensé sera examiné. Elle hocha la tête, incapable de répondre, ses yeux brillants d'une culpabilité évidente. La salle, encore sous le choc, applaudit timidement, mais l'atmosphère était lourde de tension et de colère. Élise murmura à mon oreille « Tu es une lionne, Anna. » Karl, toujours debout, me lança un regard de respect, mêlé de gratitude. « Pour les employés, Madame Dubois, » dit-il, la voix tremblante. « Merci. » Je m'assis, le cœur battant, ma rage se transformant en une satisfaction froide. Marcus était brisé, son plan d'humiliation retourné contre lui. Sophie, dépassée, n'était plus qu'une ombre dans cette salle, mais ce n'était que le début. Demain, je prendrai officiellement les rênes de Dubois & Fils, et Marcus apprendrait ce que signifie vraiment trahir une femme comme moi. La bataille était loin d'être terminée, mais ce soir, j'avais remporté la première victoire, et elle était éclatante. Le soleil matinal se levait sur Paris, ses rayons perçant les baies vitrées de mon nouveau penthouse dans le 16e arrondissement. Un havre minimaliste que j'avais acquis en secret 6 mois plus tôt, anticipant la tempête que Marcus avait déclenchée. Moi, Anna Dubois, je me tenais sur ma terrasse, un café brûlant à la main.
contemplant la ville qui s'éveillait sous un ciel d'une clarté insultante. La fureur qui m'avait consumée hier soir au gala du Ritz brûlait encore, mais elle s'était transformée en une force froide, implacable. Prête à redessiner l'avenir de Dubois & Fils, Marcus avait cru pouvoir m'humilier en paradant avec sa maîtresse, Sophie Laurent, mais il avait sous-estimé la femme qui avait bâti cet empire à ses côtés pendant 40 ans, sa trahison, son arrogance, son mépris pour nos employés. Tout cela alimentait une rage qui ne s'éteindrait pas avant que justice ne soit rendue. Aujourd'hui, dans la salle du conseil de notre siège à la Défense, je m'apprêtais à sceller son sort et à reprendre ce qui m'appartenait. Chaque pas vers ce moment était une déclaration de guerre, et j'étais prête à tout écraser sur mon passage. En arrivant au siège de Dubois & Fils, un gratte-ciel de verre et d'acier qui incarnait notre succès, je sentis une énergie nouvelle dans l'air. Les employés, d'ordinaire si formels, m'accueillaient avec des regards mêlés de respect et de curiosité. Certains, comme Karl, le contremaître, qui avait crié son indignation hier soir, me saluaient avec une déférence nouvelle, comme si j'étais devenue leur championne. Clara, mon assistante fidèle, m'attendait à l'accueil avec un tablette contenant l'ordre du jour. « Madame Dubois, le conseil est presque au complet, » dit-elle, son ton professionnel, mais teinté d'une lueur d'excitation. « Il ne manque que Monsieur Marcus et Mademoiselle Laurent. » Je hochai la tête, un sourire glacial aux lèvres. « Sophie est là ?» demandai-je. Surprise, mais intriguée. « Oui, elle est arrivée il y a 20 minutes. Elle est dans la petite salle de réunion, comme vous l'aviez demandé. » Clara marqua une pause, puis ajouta « Elle semble déterminée. » Déterminée ou désespérée, peu importait. Sophie avait une chance de prouver sa valeur, mais elle marcherait sur des charbons ardents pour regagner la confiance de quiconque dans cette entreprise. Je trouvais Sophie dans la salle de réunion, penchée sur des plans architecturaux, ses cheveux noirs attachés en un chignon strict, son visage dépourvu du maquillage ostentatoire de la veille. Elle se leva d'un bond en me voyant, son expression tendue mais professionnelle. « Madame Dubois, bonjour, » dit-elle, sa voix ferme mais prudente. « Merci d'être venue, » répondis-je. M'asseyant en face d'elle, je l'observai un instant, notant la fatigue dans ses yeux, la posture raide d'une femme qui savait qu'elle était sous un microscope. « Je vais être directe, » commençai-je, ma voix coupante comme une lame. « Ce que j'ai dit hier soir sur votre talent n'était pas un jeu. Vos designs pour le projet de Nice sont exceptionnels. Mais comprenez ceci, chaque décision que vous prendrez ici sera scrutée. Vous avez profité de l'argent de cette entreprise, détourné par Marcus. Si vous restez, vous devrez prouver que votre place est méritée. » Sophie déglutit, ses yeux brillants d'une émotion indéchiffrable. « Je comprends, » murmura-t-elle. « Si vous me donnez cette chance, je ne vous décevrai pas. » Je hochai la tête, ma rage contenue mais toujours présente. « Nous verrons, » dis-je simplement. Me levant pour rejoindre la salle du conseil, Sophie n'était qu'une pièce du puzzle. Mais Marcus était la cible de ma colère. Et aujourd'hui, pose oui, il allait comprendre l'ampleur de son erreur. La salle du conseil, avec son immense table en noyer et ses fenêtres donnant sur la skyline parisienne, était un champ de bataille silencieux. Les 7 membres du conseil, des vétérans de l'entreprise et des actionnaires clés, étaient assis, leurs expressions oscillant entre prudence et tension. Marcus entra, flanqué de 2 avocats que je reconnus immédiatement, Maître Dupont et Maître Lefebvre. De l'un des cabinets les plus prestigieux de Paris, ce n'étaient pas nos avocates habituelles. Ce qui confirmait mes soupçons, Marcus avait passé la nuit à chercher des renforts pour contester ma prise de contrôle. « Bonjour », dit-il avec une froideur calculée, prenant son siège habituel sans me regarder. Les autres membres murmurèrent des salutations maladroites. L'atmosphère lourde, comme avant un orage. Sophie entra à son tour, hésitante, et s'assit à l'extrémité de la table, aussi loin que possible de Marcus et moi. Puis,
La porte s'ouvrit à nouveau, et Hans, notre avocat de longue date, entra avec une assurance tranquille. Il me lança un regard complice avant de s'asseoir à mes côtés. « Il semble que nous ayons tous eu la même idée, » dit-il avec un sourire crispé, désignant les avocats de Marcus. La réunion commença comme un duel d'escrime. Chaque mot pesait, chaque regard une feinte. Maître Dupont prit la parole en premier, sa voix mielleuse mais ferme. « Madame Dubois, nous contestons la validité de la restructuration de 2008. Les procédures pour un transfert d'actions aussi massif n'ont pas été respectées. » Je sentis ma colère flamber. Ils osèrent remettre en question mon travail, mes années de sacrifice. Alors que Marcus avait signé ces documents de sa propre main, Hans, sans perdre son calme, étala une pile de dossiers sur la table. « Permettez-moi de clarifier, » dit-il. Son ton aussi tranchant qu'un scalpel. « Voici les contrats, les actes notariés, les registres officiels et les procès-verbaux de la réunion du Conseil où cette restructuration a été approuvée pour protéger les actifs familiaux. Chaque document porte la signature de M. Dubois, en pleine connaissance de cause. » Marcus s'agita, sa voix montant pour la première fois. « J'ai signé sous l'impression que c'était temporaire, pour éviter les poursuites pendant la crise, » cria-t-il. Hans le coupa net. Rien dans ces documents n'indique une mesure temporaire. Au contraire, il stipule explicitement une restructuration permanente pour garantir la stabilité de l'entreprise. Les avocats de Marcus feuilletèrent frénétiquement les documents, cherchant une faille, mais je savais qu'ils n'en trouveraient aucune. J'avais été méticuleuse, anticipant ce moment depuis des années. Puis, je décidai d'abattre ma carte maîtresse. Puisque nous parlons de transparence, dis-je, ma voix froide mais vibrante de rage. J'aimerais partager une découverte récente. Je sortis une nouvelle liasse de documents et les fis glisser au centre de la table. Ces relevés montrent que Marcos a tenté, la nuit dernière, de soudoyer 3 membres du Conseil pour qu'ils votent contre moi. Un silence glacial s'abattit sur la salle. Les regards se tournèrent vers Marcus, qui blêmit, ses mains tremblant sur la table. Il a offert des parts dans un compte offshore, dissimulé aux autorités fiscales. En échange de leur soutien, Friedrich, un membre du Conseil et vieil ami de la famille, se leva. Son visage rouge de colère. « C'est vrai, » gronda-t-il. Marcus m'a contacté hier soir, proposant 5% des parts de l'entreprise si je votais pour lui. Je l'ai enregistré. Il brandit son téléphone, où un fichier audio attendait d'être joué. La salle explosa en murmures outrés. « C'est une trahison impardonnable », cria un autre membre. « Une femme qui avait rejoint l'entreprise il y a 10 ans. Vous avez essayé de corrompre votre propre conseil, après avoir volé des millions à l'entreprise. » Ma rage atteignit son apogée. Marcus ne s'était pas contenté de me trahir avec Sophie. Il avait tenté de manipuler ceux qui avaient cru en notre vision, ceux qui avaient construit Dubois & Fils avec nous. Vous pensiez pouvoir acheter leur loyauté. Marcus, dis-je, ma voix tremblante de fureur. Vous pensiez pouvoir détruire tout ce que nous avons construit. Pourquoi? Une maîtresse et un compte offshore. Marcus, acculé, tenta une dernière défense. C'est une diffamation, Anna. Tu ne peux pas salir mon nom comme ça. Mais sa voix était faible, brisée par la vérité. Hans intervint à nouveau. À la lumière de ces révélations, je propose que le Conseil vote immédiatement pour confirmer Madame Dubois comme présidente exécutive. L'abstention de Marcus était prévisible, mais la rapidité du vote fut écrasante. 5 voix pour, 2 abstentions, aucune contre. J'étais officiellement la présidente de Dubois & Fils, et Marcus, humilié, n'avait plus aucun pouvoir. Alors que la réunion se terminait, Sophie se leva, son regard fixé sur moi. « Madame Dubois, je veux rester, » dit-elle, sa voix tremblante mais résolue. « Je veux prouver que je mérite ma place ici, pour mon travail, pas pour autre chose. » Je la regardais, ma colère toujours présente mais tempérée par son audace. « Très bien, » répondis-je, « mais sachez que chaque projet, chaque euro sera sous mon contrôle.
Elle hocha la tête, un mélange de gratitude et de détermination dans les yeux. À cet instant, mon téléphone vibra, un message de ma fille. « Lisa, depuis Munich. Maman, j'ai suivi les nouvelles. Tu es une force de la nature. Papa m'a appelé hier. Il semble brisé. Mais il l'a mérité. Je t'aime, » ces mots, pleins de fierté, apaisèrent légèrement ma rage, mais ils ne l'éteignirent pas. Marcus avait tenté de me détruire, de détruire notre entreprise, et il payerait le prix jusqu'au bout. 3 mois plus tard, la transition était achevée. Marcus, après avoir échoué à contester la restructuration, accepta un poste de conseiller stratégique. Un titre vide qui sauvait les apparences, mais le privait de toute influence. Il l'avait proposé lui-même, par l'intermédiaire de ses avocats, pour le bien de l'entreprise. Mais je savais que c'était pour protéger son ego fragile. Notre divorce discret était en cours, avec des termes étonnamment raisonnables, sans doute parce que Marcos savait que j'avais trop de preuves contre lui pour qu'il puisse se battre. Sophie, contre toute attente, s'était révélée une alliée précieuse. Ses designs pour un nouveau projet à Lyon avaient attiré l'attention de la presse spécialisée. Et bien que notre relation restât strictement professionnelle, je voyais en elle une femme qui, comme moi, avait été manipulée par Marcos. Ce soir-là, sur ma terrasse, un verre de Chablis à la main, je contemplais Paris, ses lumières scintillant comme des promesses. La colère qui m'avait portée jusqu'ici s'était muée en une détermination froide. Marcus avait voulu m'humilier, mais sa trahison m'avait libérée. Dubois & Fils prospérait sous ma direction, et ce n'était que le début. J'avais repris mon empire, et personne, jamais, ne me sous-estimerait à nouveau. L'histoire d'Anna Dubois, une femme qui, après 40 ans de mariage et de sacrifice pour bâtir un empire de construction aux côtés de son mari Marcus, découvre sa trahison et reprend le contrôle de son destin, est bien plus qu'un simple récit de vengeance. C'est une ode à la résilience, à l'intelligence stratégique et à la force intérieure d'une femme face à l'injustice. En tant que spectateur, cette histoire m'a profondément émue, suscitant à la fois de l'admiration pour Anna et une indignation brûlante envers la duplicité de Marcus. À travers son parcours, plusieurs leçons essentielles émergent, des leçons que nous pouvons tous appliquer dans nos vies, que ce soit dans nos relations personnelles, nos carrières ou notre quête d'authenticité. D'abord, l'histoire d'Anna incarne la puissance de la préparation et de la clairvoyance. Pendant des années, elle a travaillé dans l'ombre, gérant les finances de Dubois & Fils avec une précision méticuleuse. Tout en anticipant les éventuelles tempêtes, lorsqu'elle découvre la trahison de Marcus, elle ne se laisse pas submerger par l'émotion. Au contraire, elle utilise des documents qu'elle avait conservés depuis 15 ans pour reprendre le contrôle de l'entreprise. Cette leçon est universelle dans la vie. Il est crucial de se préparer aux imprévus, de garder des traces, des preuves, des compétences qui peuvent nous protéger lorsque les circonstances tournent contre nous. Comme les Français, qui valorisent la prudence et la planification, nous pouvons tirer de cette histoire l'importance de construire des fondations solides, qu'il s'agisse de finances, de relations ou de projets professionnels. Anna nous rappelle qu'une femme ou quiconque doit toujours avoir un coffre-fort de ressources, qu'elles soient émotionnelles, intellectuelles ou matérielles, pour faire face aux trahisons. Ensuite, l'histoire met en lumière la nécessité de séparer le personnel du professionnel, une valeur profondément ancrée dans la culture française, où l'on distingue souvent les sphères privées et publiques. Anna, malgré sa colère légitime envers Sophie, la maîtresse de Marcus, choisit de reconnaître son talent et lui offre une chance de prouver sa valeur dans l'entreprise. Ce choix, loin d'être une faiblesse, est une démonstration de maturité et de pragmatisme. Dans nos vies, nous rencontrons souvent des conflits personnels qui menacent de déborder sur nos responsabilités professionnelles. Anna nous enseigne qu'il est possible, et même puissant, de rester juste, de juger les gens sur leurs mérites
plutôt que sur leurs erreurs personnelles. Cela ne signifie pas pardonner aveuglément, mais savoir canaliser ses émotions pour prendre des décisions qui servent un objectif plus grand. En France, où l'élégance dans la gestion des conflits est prisée. Cette approche d'Anna est un modèle de dignité. Un autre aspect marquant est la manière dont Anna transforme sa rage en une force créatrice. Sa fureur face à la trahison de Marcus, non seulement envers elle, mais aussi envers les employés de l'entreprise, devient le carburant de son triomphe. Elle ne se contente pas de survivre, elle prospère. Prenant la tête de Dubois & Fils et redonnant espoir à ceux qui avaient été lésés. Cette leçon résonne profondément la colère, lorsqu'elle est bien canalisée. Peut-être un moteur de changement. Dans nos vies, nous faisons tous face à des injustices, qu'il s'agisse d'une trahison, d'une discrimination ou d'un échec immérité. Comme Anna, nous pouvons apprendre à transformer ces émotions négatives en actions positives, en utilisant notre douleur pour construire quelque chose de plus grand, que ce soit une carrière, une famille ou une cause. Enfin, l'histoire d'Anna est un rappel poignant de l'importance de l'indépendance. Pendant des décennies, elle a vécu dans l'ombre de Marcus, jouant le rôle de l'épouse dévouée et de la gestionnaire discrète. Pourtant, lorsqu'elle découvre sa trahison, elle ne s'effondre pas. Elle achète un penthouse, redéfinit son espace et prend les rênes de sa vie. Cette quête d'autonomie est un message universel, peu importe notre âge ou notre situation. Il n'est jamais trop tard pour revendiquer notre pouvoir. Dans la culture française, où l'individualité et l'élégance personnelle sont célébrées, Anna incarne une femme qui refuse de se laisser définir par les attentes des autres. Elle nous inspire à nous poser la question: qu'est-ce qui nous retient de prendre notre place, de vivre selon nos propres termes? En appliquant ces leçons à notre quotidien, nous pouvons cultiver la résilience d'Anna. Par exemple, dans nos carrières, nous pouvons apprendre à documenter nos contributions, à anticiper les défis et à nous positionner comme des acteurs incontournables. Dans nos relations, nous pouvons pratiquer la séparation entre le personnel et le professionnel, en évitant de laisser les émotions brouiller notre jugement. Et dans les moments de crise, nous pouvons transformer notre colère en action, en construisant quelque chose de durable plutôt qu'en nous laissant consumer par la douleur. Anna Dubois est plus qu'une héroïne. Elle est un miroir de ce que nous pouvons devenir lorsque nous refusons de plier face à l'adversité. Si cette histoire d'Anna Dubois, une femme qui a transformé la trahison en triomphe, vous a inspiré ou indigné, montrez votre soutien. Likez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message de force, et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui réveillent vos émotions. Laissez un commentaire avec le mot « justice » pour partager votre réaction et nous dire ce que cette histoire évoque pour vous. Ensemble, célébrons la résilience et la puissance des femmes comme Anna,